Bonjour à vous tous qui nous suivez. Merci de l'attention que vous accordez à ce programme où nous débattons de l'actualité nationale. La loi Tchani sur la congolité parrainée par le député Tsingi Pouloulou sera-t-elle votée ou pas? La RDC classée comme zone rouge par certains pays à cause du Covid-19. Quelles en seront plutôt les incidences? Les messages qualifiés de tribalistes qui pullulent dans les réseaux sociaux, comment y remédier ou les combattre? Adrien Mwingwa, coordonnateur de la société civile du caucus du Grand Kivu est allé. Salva Mbele, analyste, et Félix Kayembe, cadre de l'Union pour la démocratie et les progrès sociaux sont mes invités. Bonjour messieurs. Bonjour. Bonjour. Et avant de commencer, d'entrer dans le vif du débat, nous allons souhaiter un joyeux anniversaire à monsieur Adrien Mwingwa. On ne va pas demander l'âge, mais on voit que vous êtes encore jeune. Alors vous avez l'honneur pour la première question. C'est d'un tweet qui a fâché certains et réjoui d'autres, la proposition de loi appelée Tchani qui verrouille le poste du président de la République aux Congolais aidés de père et de mère a été déposée ce jeudi 8 juillet 2021 à l'Assemblée nationale. Est-ce de bonne guerre cette proposition de loi ou vous êtes de ceux qui pensent qu'elle est faite à dessein? Ok, merci pour la parole. Je pense que c'est de bonne guerre, quand vous avez vraiment dit ça, vous avez évoqué cela. Parce que ce n'est pas la première fois que nous vivons cette tentative de pouvoir harmoniser en fait les vues des Congolais. Parce que les Congolais sont très jaloux de leur nationalité. Et ça, c'est déjà à l'époque de Mobutu que les gens ont appris à se sentir, à être Congolais, à mettre de la valeur dans la congolité. Mais seulement le contexte actuel, on ne voit pas, ça repose sur base de quelle stratégie. Parce que tout ce que nous faisons dans le pays, j'ai toujours l'habitude d'analyser et de comprendre que nous sommes à une couche très inférieure actuellement au pays. Si bien qu'il y a des messieurs, j'avais suivi ça dans les médias, où on avait tendance à penser que Noël Tchani, qui avait initié en fait cette idée-là, c'était pour les ambitions de se repositionner. Et moi, je me dis que ça sont des débats de bas niveau et qui sont donc dans la couche de la masse. Parce qu'on a toujours dit, vous savez, lorsque les gens sont limités au niveau de débattre les faits des sociétés, ils n'ont pas encore la hauteur de comprendre que pour arriver à un succès, il faut avoir une stratégie. Et moi, je me dis que Tchani peut avoir lancé ça juste pour faire une diversion, et que derrière la stratégie, il y a un autre objectif. Parce qu'aujourd'hui, nous voyons qu'on a introduit ça maintenant au Parlement. Le même Parlement des Congolais, Parlement des Congolais plutôt, qui avait discuté de cette question à l'époque Kamere, et qui avait carrément mis un moratoire là-dessus, et jusqu'aujourd'hui, on n'en parlait même plus. La classe politique congolaise, pour la plupart, parce que nous sommes passés par des pouvoirs très forts, autocratiques, la plupart, c'est des exilés économiques, des exilés politiques. Et les gens ont été, en fait, poussés à prendre d'autres nationalités. Bon, nous avons les voisins. Nous sommes un pays extraordinaire, 9 voisins. Ça veut dire qu'il y a toujours cette histoire de qui est qui au Congo. Maintenant, il a fallu préparer la société à recevoir ce genre d'options. Et moi, j'estime que ce n'est pas encore le contexte. Et si les députés qui suivent régulièrement le média peuvent suivre la voix de la population, je pense qu'ils vont écarter cette histoire parce que ce n'est pas le moment. La lecture que les gens font de ça, c'est quoi? C'est que le président de la République actuelle a tendance à écarter ces challengers. Et ça, ce n'est pas démocratique. Si nous voulons être vraiment démocrates, nous devons laisser la compétition. Ça veut dire, si vous estimez que vous êtes réellement légitime, vous êtes réellement aimé par la population, laissez cette population s'exprimer sur tout le monde. Parce que la loi consacrait que est congolais, c'est lui qui est né d'au moins un parent congolais. Et nous sommes encore jusqu'à ce niveau, à cette étape-là. On ne voit pas l'opportunité aujourd'hui de toucher à la Constitution parce qu'on veut tout simplement faire la congolité. Nous en avons l'expérience en Afrique, nous avons vu en Côte d'Ivoire ce que la congolité a mené, nous avons vu sous d'autres cieux, même en Libye, partout. Quand on vient avec cette histoire-là, généralement, on crée des problèmes. Parce qu'il n'y a pas que, là, je paraphrase le président lui-même de la République, quand il avait posé cette question, il avait dit que, mais il y a beaucoup de Congolais, des pères et des mères, qui ont amené ce pays là où il est. Donc, quand nous faisons une politique,
nous devons toujours avoir le retour en termes d'économie. On ne fait pas de la politique pour le plaisir de faire. Donc, il faut qu'il y ait des retombées économiques. C'est quoi l'avantage de cette loi-là pour la population congolaise? C'est ça la question qui reste. C'est quoi l'avantage, M. Salvambele, de cette loi-là pour nous les Congolais? Vous en trouvez? Non, bon, en fait, moi, je vais aborder les choses dans le même sens que M. Adrien. Moi, je pense que ce n'est pas opportun. Parce que déjà, cette loi risque de créer beaucoup de problèmes que nous avons déjà. Vous voyez, il fallait... En fait, si c'était important, parce que nous voyons que les défenseurs de cette proposition de loi, ce n'est pas encore une loi, et ils ont aussi leurs raisons. Alors, il fallait d'abord que nous puissions, comment dire, discuter sur le plan interne avant de faire de cela une loi. Parce que c'est une loi qui va exclure beaucoup de gens. Alors que nous avons déjà des problèmes. On a des Congolais qui sont nés peut-être d'un père étranger, une mère congolaise. Il est né au Congo, il ne connaît que Congo, il n'a que Congo comme pays. Alors quelqu'un comme ça, vous l'excluez parce qu'il a des ambitions présidentielles. Là, c'est très dangereux. Ça risque de tourner contre nous. Surtout que nous sommes un pays post-conflit. Donc nous, il fallait d'abord arrêter le populisme tel que nous voyons aujourd'hui et que nous puissions d'abord analyser dans tous les sens les pour et les contre avant de nous lancer dans une telle aventure. Vous voyez, je l'avais dit la fois passée ici, sur ce plateau, M. Tiani n'a pas qualité pour amener une proposition de loi au Parlement. Maintenant, c'est fait. À moins qu'il y ait quelqu'un qui va accepter de le parrainer. Honorable Ting, il l'a fait, il l'a parrainé. Et maintenant, aujourd'hui, si cette loi-là est votée, on va dire que c'est la loi Ting. Non, on dit que c'est la loi Tiani. La loi Tiani, mais lui, sur le plan formel, ce n'est pas lui, il n'a pas qualité pour présenter une proposition de loi. Donc, aujourd'hui, c'est Ting. Donc, aujourd'hui, sur le plan des droits, c'est Ting qui assume la responsabilité. C'est lui qui l'a amené. Une fois voté, ça sera la loi Ting. Parce que c'est lui qui est habilité pour apporter la proposition de loi. Mais ce n'est pas encore une loi. Nous attendons. Ça va suivre son parcours normal. Nous savons qu'on a déposé. Après, il y aura débat au niveau de la commission PAJ. Et puis, la plénière de l'Assemblée nationale va adopter. Et ça va aller au Sénat pour la deuxième lecture. Et après, là-bas, si les Sénats aussi votent contre, il y aura une commission mixte entre Assemblée nationale et Sénat. Et par là, si ils n'arrivent pas à se mettre d'accord, c'est l'Assemblée nationale qui va, c'est la décision de l'Assemblée nationale qui va prendre. Après, ça ira à la Cour constitutionnelle pour les contrôles de la constitutionnalité. Et après, le président de la République va promulguer. C'est par là que nous allons maintenant l'appeler une loi. C'est par là que ça aura la force d'une loi. Et là, nous sommes en train d'attendre. C'est aussi un débat démocratique. Mais moi, personnellement, je pense que ce n'est pas emporté. Monsieur Félix Kayembe, pour l'honorable Ntingi Pouloulou, qui apparaît l'hospitalité légendaire des Congolais ne leur a pas été que bénéfique, raison pour laquelle ils vont verrouiller les postes régaliens. Parce que là, on parle de président de la République, mais lui, il a parlé des postes régaliens. Donc, ne soyons pas étonnés que si cette loi passe, qu'on puisse dire par exemple que le président du Sénat ou de l'Assemblée nationale ne puisse être qu'un Congolais de père et de mère. Alors, n'est-ce pas un peu rétrograde quand on constate que sous d'autres cieux, cette question a déjà été dépassée? Et on va parler par exemple de Sami Madi, voilà, d'origine irakienne, qui est secrétaire général de migration en Belgique. Merci beaucoup pour la question, Madame Lilas. Je suis tout à fait sidéré parce que j'apprends beaucoup de choses ici. Vous savez, c'est comme si nous empêchions un Congolais à réfléchir. Pourtant, la réflexion est démise pour tout celui qui veut à ce que son pays puisse aller de l'avant. Et la Constitution reconnaît les droits de liberté d'expression, de réflexion. Alors, ça ne demande pas que nous puissions voir M. Tiani qui a présenté ou qui a donné la loi à M. Singiri pour que ce dernier puisse endosser cette loi-là. Les problèmes que nous devons nous poser ici, est-ce c'est pertinent que nous puissions avoir une telle loi ou pas? Je pense que c'est cela les problèmes. Alors, à la réponse à cette question, moi je me dis, c'est pertinent pour que nous puissions avoir cette loi, de fait que ce n'est pas tout le monde qui doit venir, je ne sais pas, de n'importe quel pays, de n'importe quel continent pour devenir président de la République ici chez nous, président du Sénat ou président de l'Assemblée nationale. Il y a donc certaines fonctions qui sont réservées seules aux enfants de la République démocratique du Congo et non des gens qui viennent de part et d'autre. Et donc, moi je me dis ici,
il est tout à fait normal que M. Tchani puisse présenter cette loi-là, d'autant plus qu'une loi, c'est une proposition de loi, lorsqu'elle sera votée, et donc elle devient impersonnelle et opposable à tout le monde. Et à ce moment, c'est une question qui est encore au niveau de l'Assemblée nationale. Je pense que le bureau doit convoquer au moment venu une session pour que l'on puisse examiner la loi, s'il y a moyen qu'elle soit votée ou pas. Mais ici, je ne vais pas entendre de cette oreille lorsque l'on dit, écoutez, c'est comme si le président de la République est en train d'écarter certains challengers qui vont concourir avec lui en 2023. C'est comme ça que les gens... En fait, je dis, c'est vraiment un procès d'intention qui n'est pas tout à fait normal. Parce que le président de la République lui-même, lorsqu'il était à Goma, il nous a dit, je sais qu'en 2023, j'aurai comme adversaire politique Jean-Pierre Mbemba et Moïse Katumbi. Ça, c'est le président de la République qui l'a dit. Le président de la République n'a pas intérêt à écarter qui que ce soit, parce qu'il faut dire, lorsque nous étions encore dans l'opposition pour aller aux élections avec les dauphins de Joseph Kabila, qui avait fait 18 ans, qui avait l'argent, qui avait tout ce qu'il fallait, et donc le peuple congolais a donné son électorat à Félix Tshisekedi pour que ce dernier soit notre président. Je ne vois pas pourquoi aujourd'hui, où nous avons un bilan à présenter, que Tshisekedi puisse avoir peur de qui que ce soit. Donc, je me dis, c'est juste une question de comprendre qu'il y a des mauvaises langues qui sont en train de nager à contre-courant, qui croient comme si Tshisekedi a peur de qui que ce soit. Là, c'est vraiment un débat de bas étage. Mais nous devons comprendre aujourd'hui que chaque Congolais, que ce soit moi, que ce soit vous, Madame Lilas, vous avez l'obligation de réfléchir. Vous avez le droit de réfléchir sur l'avancement de votre pays. Et donc, ça ne demande pas que nous puissions dire qu'écoutez, M. Tchani, ce qu'il est en train de faire, ça doit créer les problèmes. Pourquoi ça doit créer les problèmes? Ça doit créer les problèmes seulement dans des têtes de gens qui croient comme si la République démocratique du Congo était un pays bashing où n'importe qui pouvait venir et faire tout ce qu'il veut. Je pense à un certain moment, nous devons dépolitiser certaines questions. Nous devons rester impersonnels et dire la loi qui est proposée, c'est une loi pour le bonheur et l'intérêt de la République démocratique du Congo. Lorsque moi j'ai suivi M. Tchani hier, qui vous dit, François Kagouba, je ne sais pas, l'ambassadeur rwandais, sa mère est congolaise d'ici. Ouais. Imaginez-vous, la République démocratique du Congo a comme président de la République, permettez-moi la tautologie, l'ambassadeur Kagera. Et qu'il y ait un conflit d'intérêts entre la République du Congo et le Rwanda. Je pense que son cœur doit battre du côté Rwanda. Donc pour que nous puissions... Pourquoi ça ne battrait pas du côté congolais? Non, écoutez, il est tout à... les filles sont attachées à leur mère. Non, écoutez, parce que là, il va se dire, si j'ai tranché d'une manière tout à fait impartiale, ça peut créer les problèmes ici ou ça peut créer les problèmes de l'autre côté. Mais lorsque on est Congolais des pères et des mères, ça permet à ce que la personne puisse être impartiale, impersonnelle dans ses décisions. C'est ce que moi je soutiens. Mais il ne faut pas que nous puissions ici faire de l'amalgame tout en doigtant Félix Tshisekedi comme si c'est lui qui est derrière cette loi-là. D'autant plus qu'il faut dire, Madame Lilas, que là, à l'Assemblée nationale, l'IDPS a les députés. Nous avons 32 députés. C'est que pour dire, si c'était une loi qui émanait de l'IDPS ou qui émanerait, je ne sais pas, du président de la République, on pouvait bien entendu choisir l'un de nos députés pour qu'il puisse apporter cette loi-là. Mais d'autant plus que nos députés à nous n'ont pas fait cela, cette démarche-là, et aussi celui qui a endossé la responsabilité de présenter cette loi-là au niveau de l'Assemblée nationale, c'est un autre député qui n'est pas de l'IDPS. Pourquoi est-ce que l'on va l'IDPS et on va le président de la République? Je veux que nous puissions rester tout à fait impersonnels et dire une loi peut être présentée et si les députés eux-mêmes trouvaient qu'elle est opportune, elle sera votée. Ok, ça va, on va suivre l'intervention de l'honorable Tsingi Pouloulou devant la presse par rapport justement à la présentation de cette loi et ensuite on va revenir pour continuer à en discuter. Aujourd'hui, c'est le jour où nous avons choisi pour déposer la loi qui donne l'irrévocabilité de la nationalité congolaise. Et aussi, cette même loi qui donne certaines restrictions
quant à ce qui concerne l'accès aux fonctions régaliennes. Comme président de la République, c'est réservé exclusivement aux Congolais nés de pères et de mères. Un député élu pour représenter le peuple, il peut avoir peur de quoi? De qui? Qu'est-ce que la loi? La loi, c'est une expression générale d'un peuple. Vous dites que cette loi fait controverse, on va soumettre ça à la population. Vous parlez des députés qui sont contre, mais nous sommes déjà 260. Qu'on me donne le téléphone pour voir les groupes que nous avons créés, les députés de père et mère. Vous voulez? Ayez vos apaisements. Je sens en vous quelque chose que vous n'avez pas analysé. Soyez très à l'aise. Vous êtes Congolais, ce pays vous appartient. Ceux qui ne sont pas Congolais de père et de mère, ce pays leur appartient aussi. Ils sont Congolais. Comme a dit le docteur Noël Tchani, c'est un pays d'asile. Sentez-vous à l'aise. Mais ne peut être que président de la République qu'un Congolais de père et de mère comme aux États-Unis. D'ailleurs, les États-Unis, d'ailleurs, qui n'est qu'un pays d'immigration. C'est un pays d'immigrés. Mais condition, être né aux États-Unis. Raison pour laquelle Schwarzenegger ne pouvait pas être président de la République. Et voilà, nous recevons M. Médard Chipadi, qui est porte-parole, c'est ça, de Congo Positif. Voilà, nous parlons de la proposition de loi Tchani qui est arrivée, qui a été déposée hier au Parlement par l'honorable Ntingi Pouloulou. Déjà, on voudrait savoir si pour vous c'est une loi taillée sur mesure ou bien c'est quelque chose de bénéfique pour la RDC. D'abord, merci et merci pour l'invitation et j'ai dit bonjour à tous les téléspectateurs et puis co-débatteurs et je m'excuse déjà pour le petit retard. Dès l'entrée de jeu, j'aimerais ici dire que déjà félicitations aux vrais Congolais, pour ne pas dire 100% Congolais. J'ai déjà félicitations aux vrais Congolais qui ont réfléchi parce que le vrai problème aujourd'hui, c'est qu'il faudra protéger le pays. Vous savez, ça fait très longtemps que nous étions plutôt en train de parler de l'infiltration au plus haut niveau, n'est-ce pas, du pays. Le pays était tellement infiltré que tout le monde en parlait. Mais il y a quand même le vrai Congolais qui ont pensé à ce que ce pays soit totalement protégé. Alors voilà que notre cher frère Noël Tchani a pensé à ce qu'il y ait au moins une loi qui peut déjà protéger le pays par rapport à la sommité. Et ce n'est même pas encore une loi parce que c'est juste une proposition qui peut passer ou ne pas passer. Mais je pense déjà qu'il y a déjà des agitations inutiles par rapport aux politiciens. Non, il y a des gens qui disent que c'est tribal, régional. On veut rejeter une autre personne qui sera peut-être challenger, peut-être aux élections de 2023. Je vois qu'on n'est pas là. Il faudra que les gens réfléchissent un peu mieux. Est-ce qu'il est mal aujourd'hui de protéger le pays? Est-ce qu'il est mal que le pays soit dirigé par la racine congolaise, par le sang congolais? Je ne vois pas. Même aux États-Unis, on parle des Américains du sang pour accéder à ce poste. Mais je ne vois pas ce qui serait mal aujourd'hui si au Congo, il y a le sang congolais. Il y a le sang congolais qui dirigera demain ce pays. Pour éviter ce problème, vous savez que la guerre dans la partie est du pays a tout à fait un problème. C'est parce qu'il y a ce problème-là. Il y a des gens qui ne sont pas des Congolais à 100% et qui ont la loyauté partagée. Il s'est dit, ma mère est rwandaise, mon père est rwandais. En cas de problème, je dois secourir qui vis-à-vis des adversaires. Un exemple simple. Vous vous imaginez par exemple que si le président congolais était un président 50-50, comme le disent certains Congolais, s'il était 50-50, c'était demi-Dakar. Demi-Dakar, 50% Congolais, 50% Rwandais, et que réellement, la RDC déclarait une guerre contre le Rwanda, je me pose des questions. Le Rwanda vous attaque, mais vous avez un président
qui a aussi cette loyauté-là, ça veut dire qu'il a le devoir de redevabilité, d'amour vis-à-vis, n'est-ce pas, de la patrie, soit de sa mère. Je me pose des questions. Quelles seront, n'est-ce pas, les mesures ou les décisions qu'il prendra pour pouvoir attaquer aussi le Rwanda? C'est là le nez du problème. Mais je ne vois pas. J'ai entendu d'autres voix s'élever pour dire que c'est juste pour exclure d'autres personnes. Mais je me pose des questions. Il n'y a pas... On n'a exclu personne. C'est juste la présidence. Il peut bien devenir Premier ministre. L'honorable qui a parlé des postes régaliens. Ce n'est même pas un problème. Ça concerne l'honorable Nsinghi. Vous pouvez devenir ministre, vous pouvez devenir DG dans ce pays, investir dans ce pays, vous gardez votre nationalité congolaise. Mais à ce qui concerne la sommité des sommités, à ce qui concerne la présidence de la République, ça doit être réservé. Moi, je soutiens que ce poste, n'est-ce pas, soit réservé aux Congolais décents. Il n'y a aucun péché là-dessus. C'est aux Congolais de comprendre que cela... J'aimerais aussi ajouter que les politiciens nous laissent un peu des agitations. Parce que ce n'est même pas un travail des politiciens, ce n'est même pas un travail du chef de l'État. Parce qu'on cite même le nom du chef de l'État. Qui a vu la dernière sortie médiatique du chef de l'État concernant réellement la loi Tchani, il a bien dit que ceux qui ont détruit ce pays, ce sont les Congolais, n'est-ce pas, nés des pères et des mères. Il l'a dit. Mais pourquoi vous voulez emballer le chef de l'État dans cette histoire? C'est une histoire législative. Laissez les législateurs, ok, faire leur travail. Et vous, les politiciens, restez politiciens. Laissez l'Assemblée nationale faire son travail. Monsieur Adrien Mouinga, moi je me pose la question qui m'est venue comme ça lorsque monsieur Meïdar Tchibali parlait, c'est de savoir, aujourd'hui on parle de né de père et de mère congolaise. Bon, que dira-t-on demain de celui qui est né de père et de mère congolaise, mais qui a épousé on va dire une Togolaise et qui a des enfants avec? Alors, parce que si aujourd'hui celui-là est porté à la magistrature suprême, pensez qu'aujourd'hui, si le Congo doit aller en guerre contre le Togo, il y a aussi ce problème de belle famille. Voilà. Donc, parce que peut-être qu'on ira petit à petit jusqu'à ça, mais est-ce qu'on n'est pas en train d'être poussé carrément vers l'exclusion? Exact. Ça veut dire que le concept de diversité, que beaucoup de gens manipulent très mal déjà, en fait, est en train de voir les jours ici en RDC. Je crois que ça doit être peut-être une première. Parce que quand j'entends les gens parler, apparemment, les gens ne veulent pas lire et comprendre l'historique du monde. Les États-Unis ont dit non, là, c'est des pères et des mères américains. C'est faux, cette histoire. C'est un pays déjà de migration. Mais oui, qui est américain? C'est celui qui travaille pour les intérêts des Américains. Nos frères politiciens, ceux qui sont de la société civile, est-ce qu'ils comprennent que pour peaufiner une stratégie, il faut faire un cadre politique qui soit propre? Il n'est pas dit que quand on est Congolais de père et de mère seulement, c'est à ce moment-là qu'on a les capacités nécessaires pour développer ce pays, pour faire un leadership qui est en fait visionnaire. Vous voyez? Alors, cette difficulté-là, ça témoigne tout simplement que la communauté congolaise n'a jamais été préparée pour recevoir la diversité. Et ça, c'est le plus grand problème que nous avons, même dans nos tribus, dans nos ethnies. Moi, je sais... un pays hospitalier, non? Bon, l'hospitalité, c'est une valeur que Mobutu a incarnée. Hein? Donc, il a voulu que nous soyons vraiment hospitaliers. Il faut vous rappeler de notre époque d'indépendance. Comment nous avons réagi pour chasser l'étranger. Ça, ce n'est pas de l'hospitalité. Alors, il y a une façon parce que quand tu as les responsabilités de diriger un peuple, vous devez avoir une vision. C'est pas de cette vision-là, on doit définir les objectifs. Par ces objectifs, on doit peaufiner une stratégie. Et après, on peut envoyer ça chez les autres. Parce qu'on a toujours dit, les vrais leaders, c'est qui? Les vrais leaders, c'est celui qui est en mesure de créer des petits leaders autour de lui. Parce qu'on ne fait pas le travail seul. Nous avons vu le pouvoir passer avec Kabila qui disait qu'il me faut 15 personnes. Ça veut dire que bon, il se voit, il est leader, mais il faut qu'il y ait d'autres petits leaders autour de lui pour qu'il puisse bien diriger. Mais bon, malheureusement, bon, il a été incapable de former ces leaders-là. Parce que c'est toi qui as la charge de faire une équipe de leaders et essayer de faire, en fait, matérialiser ta vision. Quand tu restes seul dans ce que tu penses, ça ne va rien faire. Et nous avons dans la classe politique congolaise ce que moi j'appelle des manipulateurs. Ça veut dire que ce sont des influenceurs non leaders. Parce qu'un leader propre, au sens strict du mot,
c'est quelqu'un qui doit être en mesure d'avoir une vision et de former les leaders autour de lui pour que le travail se fasse correctement. Mais quand toi tu es à un niveau, bon, évidemment, il y a beaucoup de styles de leadership. Peut-être tu es autocrate, ça c'est autre chose, c'est-à-dire Oyo Kakanayote. Même si on te donne un conseil, tu ne veux pas suivre. Mais si tu veux faire le style démocratique de leadership, tu n'as pas de choix. Tu dois associer les gens. Aux États-Unis, Trump, il est de quelle origine? Origine irlandaise. Et Obama, il est de quelle origine? Il est de ces histoires-là de l'Afrique là. Alors, c'est quoi que les Congolais sont en train de raconter pour dire que nous, il faut être des pères et des mères? Moi, avec ce que je connais, avec l'expérience que je sais voir, ça n'a pas d'effet. C'est un truc qui est purement politique. Mon ami de côté-ci a parlé du populisme. C'est ce que les gens sont en train de tenter de faire. Mais populisme qui peut être bénéfique pour qui? Parce que Tshisekedi lui-même a dit que cette histoire-là, enfin, vous avez vu, il a élagué la question quelque... Oui, vous savez, en Afrique, il y a quelque chose que les gens doivent comprendre. C'est-à-dire les réalités électorales en Afrique, et particulièrement en RDC, reposent sur deux piliers. Nous avons nos réalités sociologiques et il y a l'argent. Ça veut dire, si tu as l'argent pour... c'est pas si c'est corrompre ou pour donner des cadeaux aux gens. Et si tu es de la tribu qui est la plus, en fait, comment je dirais, redondante, tu as en tout cas 50% déjà de passer. Donc d'être victorieux. Un influenceur aussi. Oui, ça veut dire qu'on n'a pas encore intégré cette logique de comprendre que quand on doit prendre un poste de haute responsabilité, on doit être, comme il disait, comment je dirais, oui, dans l'impersonnel, tu vois. Et malheureusement, c'est la base congolaise qui est à un niveau, moi je vous assure, pour avoir du succès en politique, actuellement en RDC, il faut disposer d'un parti de masse. Ce qui n'est plus le cas ailleurs. Ça veut dire, quand vous avez des bonnes directives, la population elle-même doit être déjà capable de pouvoir, comme on disait, donc éventrer le boa qui est caché dans toi. C'est-à-dire on doit savoir, non, monsieur réfléchit comme ça, c'est qu'il va amener le pays dans cette direction. Vous voyez? Ça c'est très important. C'est la masse, c'est le bruit qui compte, c'est ça? Pour le moment, c'est un bruit de casserole. Les gens qui ne comprennent pas, c'est que c'est une stratégie, comment on dirige, et donc nous sommes là pour faire... Bon, quelque part, M. Adrien dit que oui, il faudrait avoir autour de soi des leaders, quand on est leader, des petits leaders pour pouvoir faire avancer les choses. Mais il est vrai aussi que quelque part, lorsque vos deux autres co-débatteurs d'en face vous parlent de protection du pays, c'est parce qu'on a vu quelque part que le pays, la RDC, c'est un pays très jalousé, un pays dans lequel on veut puiser pour aller construire ailleurs et ne pas construire dans le pays. Alors c'est pour ça qu'on se dit que quelque part, c'est vrai aujourd'hui de dire, comme vous l'avez dit tout à l'heure, que c'est du populisme ou quoi que ce soit. Mais dans ce populisme-là, si vous arrivez même à nous en convaincre ici sur ce plateau, est-ce que vous ne voyez pas une anse aussi de protectionnisme? Non, nous l'avons dit. Oui, s'il vous plaît. Non, je voulais juste placer un mot. Oui. Parce qu'on avait déjà passé ce point-là où nous avons dit que c'est le contexte. Ça veut dire qu'il y a des priorités. Ok? Quand tu fais un travail, il y a des priorités. Et il faut bien hiérarchiser cela. Mais quand vous prenez ce qui est en priorité, c'est pas moi, 5, vous amenez ça en priorité 1, vous embrouillez tout. C'est-à-dire c'est le contexte ici qui dérange. Personne n'a refusé. Expliquez-nous vraiment qu'on comprenne bien. Oui, bon, quand vous avez parlé de populisme, parce que ça a eu l'air de déranger Philippe Kayembe, alors dites-moi, quand vous avez parlé de populisme, dites-moi, pourquoi? Parce que on vous fait comprendre que le président n'est même pas dans cette sauce-là, mais quand vous parlez de populisme, c'est faire du bruit du populisme pour attirer qui? Non, en fait, non, mes co-débatteurs sont dans les suppositions, mais moi je suis dans les faits, vous voyez? On dit que ce sont les faits qui créent les droits, ils sont dans les si. Imaginons, alors moi je suis dans les faits, je suis dans ce que je vois. Ce contexte-là qui n'est pas prioritaire. Exactement, le contexte n'est pas prioritaire parce que, en fait, la finalité à tout c'est quoi? C'est d'avoir quelqu'un capable de développer le pays, capable de répondre aux aspirations des Congolais. Alors, ils confondent le fait d'être Congolais de père et de mère et le patriotisme, c'est deux choses différentes. On peut être Congolais, des pères et des mères, nous les voyons, les gens qui détournent. En fait, si vous voyez la liste, vous allez voir la majorité, ce sont des Congolais, des pères et des mères.
Vous voyez, la Belgique nous a laissé, on était une puissance économique ici en Afrique. Les Belges ont géré les Congos plus que les Congolais eux-mêmes. Alors, vous ne voyez pas que non, les problèmes n'est pas là-bas. Les problèmes, c'est d'abord l'amour de ces pays. Le problème, c'est le patriotisme. C'est sursaut patriotique. Ce n'est pas le fait d'avoir un Congolais né de père et de mère qui va résoudre les problèmes. Lorsqu'ils disent que non, le président a dit... Non, ce que le président a dit, c'est les discours politiques. Nous n'allons pas nous fier sur les discours. Nous allons nous fier aux faits. Nous voyons ce qui se passe. Quand vous dites que non, ce n'est pas politisé, non. Nous connaissons les réalités congolaises. Quand vous voyez une loi amenée au Parlement, surtout par une majorité parlementaire, d'abord, il faut savoir qu'il y a eu ce qu'on appelle le parlementarisme du couloir. Donc, ils ont eu à parler entre eux, ils ont compris que cette loi peut passer. Donc, moi, je suis sûr que cette loi passera. Mais ce n'est pas bien parce que ça ne résoudra aucun problème. C'est une loi qui va nous créer des problèmes inutilement. Vous voyez? Quel genre de problème vous voyez? Je vois les problèmes, vous voyez quand il y a des gens, beaucoup de Congolais frustrés, vous voyez, frustrés parce qu'ils sont exclus, ils risquent de chercher à avoir le pouvoir sur d'autres voies. Vous connaissez les droits qui ne sont pas démocratiques. Ils risquent... Vous pensez qu'il y aura encore des groupes armés? Exactement, parce que nous avons encore ce problème-là. Nous devons aller pas à pas. Ces problèmes, en fait, c'est une question aussi importante. Oui. Mais chaque chose en son temps. Nous allons nous mettre sur une table, nous regarder en face et se dire certaines vérités. Vous voyez? Mais dire que non, directement, les Congolais de père et de... Non, le Congo n'a pas commencé aujourd'hui. Et ceux qui l'ont dirigé, surtout au sommet, depuis l'indépendance qu'aujourd'hui, ce sont des Congolais de père et de mère. Mais nous avons les résultats aujourd'hui. Et le problème, ce n'est pas ça. Le problème est ailleurs. Okay. Moi, je pense que c'est aussi, comment dire, c'est aussi une stratégie politique. C'est un stratagème politique de la part de la famille présidentielle. Je ne dirais pas avec la... je parle de la famille politique, je ne parle pas de la famille biologique des chefs de l'État. Je ne dirais pas non plus que c'est avec la bénédiction des chefs de l'État, je ne saurais pas l'affirmer, mais je pense que c'est vraiment une loi qui vient des officines du parti au pouvoir. Lorsque vous dites que non, il fallait qu'il y ait un parlementaire de l'IDPS qui avait non, pour faire tomber Mabunda, ce n'était pas un parlementaire de l'IDPS, mais c'était l'initiative de l'Union sacrée. L'Union sacrée, le parti phare, c'est l'IDPS. Pour faire tomber le Premier ministre, Ilon Kamba, ce n'était pas un député de l'IDPS qui avait amené la pétition. Donc nous voyons les faits. Nous ne sommes pas dans les suppositions. Moi, je suis j'analyse les faits. Oui, mais bizarrement, Félix Ayembe, on vous reproche à vous de travailler, on va dire, dans l'ombre pour que cette loi-là passe. Mais bizarrement, dans Ensemble pour le changement, parmi les 260 députés, nous en avons qui ont voté pour l'adoption de ce projet de loi. C'est là que je ne comprends pas non plus. Donc, je comprends tout simplement, ce sont les gens qui sont patriotes, qui tiennent à ce que les pays soient sécurisés. Lorsque nous ne serons plus de ce monde, que nos enfants, nos petits-enfants puissent avoir un pays qui doit être sécurisé par des lois. Oui. Vous savez, je ne vois pas comment est-ce que l'on peut sécuriser les pays sans loi. Chaque pays est sécurisé par des lois, raison pour laquelle nous avons des constitutions de la République, nous avons des règlements d'ordre intérieur, des différentes chambres, nous avons les codes du travail et tout. C'est pour que nous puissions avoir les cadres tellement juridiques que personne ne puisse pas traverser la ligne rouge. Mais ce qui me fait mal aujourd'hui, c'est quand je vois certaines personnes qui voient comme si, lorsqu'une personne réfléchit à haute voix, c'est l'IDPS. Mais quand il y a quand même certaines avancées dans d'autres domaines, là, ce n'est pas l'IDPS. Donc, je ne sais pas comprendre cela. Nous ne sommes pas dans des suppositions, nous ne sommes pas dans des imaginations. Nous sommes concrets, monsieur. Ce que nous sommes en train de dire ici, c'est ce qui est réel et évident. Je suis content parce que notre aîné venait de rejoindre pour dire peut-être que c'est le moment qui n'est pas propice, mais la loi est bonne. C'est que pour dire, nous partageons la même vision, les mêmes sentiments, mais à un certain moment, je pense que nous devons être réalistes. Ce qui est bien pour faire aujourd'hui, nous ne pouvons pas ramener cela à demain. Et donc, je pense que c'est le moment pour que nous puissions faire cela aujourd'hui. Parce que nous ne pouvons pas attendre. Vous voyez même le problème du recensement. Oui. Les gens vous disent que non, écoutez, ce n'est pas le moment. Pourtant, depuis 1960,
on n'a jamais fait les recensements dans ces pays. On ne connaît même pas le nombre, les statistiques réelles de notre population. Comment voulez-vous produire et répondre aux besoins de la population dès lors que vous ne connaissez même pas le nombre de ces derniers-là? Ça pose problème. Et donc moi je me dis, les députés de l'ensemble qui ont voté, parce qu'ils sont déjà à 260, oui. Ce sont des gens consciencieux qui se disent, une loi est impersonnelle. On ne vise personne. Et aussi, il faut que nous puissions réfléchir à haute voix. Si réellement, on est Congolais des pères et des mères, si réellement, vous ne vous reprochez de rien, pourquoi tous ces soubresauts? Pourquoi tous ces soubresauts? C'est que pour dire, ça cache quelque chose. Moi, je pense que tout le monde n'est pas appelé à dominer, à mater un peuple qui vit dans son pays. Là, il ne faut pas l'accepter. Il est question de la souveraineté. Il est question de sauver au moins l'image du pays. Pourtant, nous, Congolais, je pense, nous devrions tous soutenir Noël Tchani. Mais le problème aussi n'est pas à ce niveau-là. Parce que les députés ou les parlementaires qui sont habilités à légiférer les lois, à faire voter des lois, pour réglementer au moins la fonctionnalité d'un pays. C'est ça même le rôle du député. Mais quand nous commençons à refuser des propositions, bonnes soient-elles, moi je me pose des questions, comment est-ce que ça se passe? Je vais dire à mon ami, l'UDPS n'a pas peur d'aller proposer une loi. À la simple raison que lorsque nous nous engageons pour livrer un combat démocratique, on n'a pas besoin d'utiliser une personne ou une autre. Nous avons des gens qui sont intelligents. Je peux citer le député André Mbata, je peux citer Paul Chilumbu, je peux citer tant d'autres qui sont là, qui peuvent apporter cette loi et la défendre valablement bien. Je ne vois pas comment est-ce que, lorsque une personne réfléchit bien, un citoyen congolais, on dit, écoutez, c'est l'UDPS qui est derrière ça. On doit avoir peur de qui? Nous avions affronté Mobutu, on n'a pas eu peur de Mobutu. Nous avions affronté Laurent Désiré Kabila, on n'a pas eu peur de Laurent Désiré Kabila. Nous avions affronté Joseph Kabila, nous avions affronté l'air du mal, les FCC, jusqu'à tel point, nous avions mis KO à ces gens-là, politiquement. Donc moi je me dis, il ne faut pas voir l'UDPS comme si c'était un parti politique qui est en train d'entrer dans un laboratoire, comme il a dit, et puis nous envoyons. Non, nous sommes en train de voir ce qui se passe. Et d'ailleurs, cette loi-là n'est pas un produit de l'UDPS, mais c'est un produit de Noël Tchani, endossé par Singhi Pouloulou. À ce niveau ici, nous qui sommes intellectuels, nous devons dire à nos mamans, à nos papas, à nos jeunes frères, pour dire, une république est gérée par des lois. Et cette loi, elle peut être la bienvenue selon les députés, elle peut être la malvenue selon les députés, mais attendons à ce qu'elle soit votée. Et lorsqu'elle est votée, elle devient impersonnelle et opposable à tous. Oui, mais quelque part, je me dis aussi aujourd'hui, il y a tous ces jeunes gens qui sont dans ce pays, qui ont des visées politiques pour le futur, qui ont des fiancées qui ne sont pas congolaises quelque part. Je pense qu'ils doivent se dire il est temps de lâcher cette fiancée-là. Est-ce que tout le monde vraiment est appelé à être président de la République, madame? Bah écoutez, pourquoi pas, si on a des visées. Tout le monde n'est pas appelé à être président de la République. Oui, mais tout le monde est permis de rêver, monsieur. Il y a certaines fonctions qui sont exclusives aux enfants du pays, point barre. Oui, mais j'ai un enfant du pays qui aujourd'hui a une fiancée étrangère, il se dit plus tard pour ses enfants, ça va causer des problèmes. Voilà, c'est ça qu'il se dit. Et il y a des fonctions qui seront réservées à ces gens-là. C'est ça, ça ne s'est pas encore passé. La loi Félix Kayembe. Pensez-vous qu'avec le renforcement des dispositifs, puisque vous avez parlé de protection, avec le renforcement des dispositifs de la justice actuelle, on peut craindre qu'un président de la République, même d'origine étrangère, puisse commettre des actes répréhensibles sans être inquiété? Parce que je me dis que puisque vous parlez de protection, il faut protéger. Avec le renforcement de la justice actuelle, est-ce qu'il faut encore craindre? Avant de répondre à cette question, j'aimerais un peu rebondir. Je sais que mes co-débatteurs viennent de dire. Je ne sais pas si on est où, si on est Congolais ou soit on ne le sommes pas. Je vois que tout Congolais aujourd'hui, naturel, doit comprendre que ce pays doit être protégé. Lorsque les gens disent que
c'est pour exclure certaines personnes. Je me pose des questions, il faut être clair. Quelles sont les personnes qui vont être exclues, n'est-ce pas, par cette loi? D'abord, la loi est impersonnelle. Mais on ne sait pas réellement plutôt ce que cherchent les Congolais. Je ne sais pas. Les Congolais vous disent, dans la partie est de la RDC, nous sommes attaqués par les pays voisins. Mais lorsque vous leur posez la question de savoir comment est-ce que nous sommes attaqués, ils vous diront que ce sont des voisins et notre armée est infiltrée. Et cela a coûté même cher à Laurent Désiré Kabila, cette infiltration. Bien sûr que c'est lui qui a amené ces gens. Mais cette infiltration a coûté cher à Laurent Désiré Kabila. Et qui n'a pas pleuré? N'est-ce pas? Et c'est la dignité congolaise qui était mise à mal. Tout le monde. Vous comprenez? Mais lorsque aujourd'hui on dit qu'il faudra protéger le Congo en commençant par le symbole national, qui est le président de la République, mais il y a des voix qui s'élèvent pour dire que voilà, c'est pour exclure qui? Celui qui n'est pas congolais de père. Mais attendez un peu. Vous pensez que même lui, Noël Tchani, qui a amené cette proposition, qui a réfléchi, est-ce que ses enfants sont congolais? Il a des enfants qui sont américains. Pourquoi il n'a pas pensé à ses propres enfants? C'est lui qui a gardé la nationalité congolaise. Pourquoi il n'a pas pensé à ses propres enfants? Même si vous pensez qu'il y a des couloirs politiques, comme vient de le dire mon ami ici. Vous pensez même si Félix Tshisekedi était derrière, dans la famille de Félix Tshisekedi, il n'y a pas des gens qui ne gardent plus la nationalité congolaise. Il y en a. Non, à part la nationalité, non, justement, oui, qu'on comprenne un peu, s'il vous plaît. Parce que quand vous dites qu'ils n'ont pas gardé le problème, c'est même si on devient américain plus tard, on peut retourner à sa propre nationalité qui est congolaise. C'est pas là le problème. Le problème, c'est la naissance. Nous parlons de ce qui existe maintenant. Nous ne parlons pas de ce qui pourra revenir demain. Je parle de ce qui existe maintenant. Noël Tchani a des enfants qui sont américains aujourd'hui, mais pourquoi il n'a pas pensé à ces enfants-là? Si même si prendre une minute dans ce que mon ami a dit très important, il a soulevé un point très important. S'il vous plaît, parlant de la famille de Tshisekedi, il y a même ses frères qui ont des femmes blanches. Je voulais juste souligner ce que l'ami a dit. Il y en a, c'est la famille que je connais. C'est la famille que je connais. Pourquoi eux n'ont pas pensé, n'est-ce pas, à leur propre famille? Ils ont plutôt pensé à la RDC au détriment de leur propre famille. Mais lorsque vous dites le contexte, je me pose des questions, c'est quel contexte? Dites-moi quel est le contexte que vous avez toujours dit être meilleur pour peut-être apporter une proposition pareille. Au Congo, on n'a jamais parlé de ces contextes. Le contexte, c'est quoi? Aujourd'hui, c'est quoi? Je ne sais pas. Bientôt, ça sera les élections. Et on va exclure qui? Je ne sais pas. Je ne vois absolument rien. Le contexte ne peut pas exclure le travail des députés qui doivent faire leur travail. Et le contexte ne peut pas, n'est-ce pas, interdire aux Congolais de réfléchir comment faire avancer les choses. Le contexte ne peut pas aujourd'hui interdire aux Congolais, n'est-ce pas, de proposer des lois afin de faire autre chose. C'est ce que nous avons besoin. D'ailleurs, moi j'avais souhaité que cette proposition, n'est-ce pas, sorte d'un député. Mais voilà qu'un extra-parlementaire, n'est-ce pas, a réfléchi autrement. Par quel canal il appelle un député, il se parle, voilà, apportez ça, il a apporté. Au député de décider. J'entends ici dire la priorité. Bon, je ne sais pas quelle est la hiérarchie de la priorité. Selon quoi, je ne sais pas, la hiérarchie de la priorité. On voit ce qui est devant. Pour protéger le pays, c'est d'ailleurs même la priorité de la priorité. La sécurité d'un pays, c'est la priorité de la priorité. Lorsqu'il n'y a pas de sécurité, lorsqu'il n'y a pas la paix, on ne peut jamais parler du développement. C'est d'ailleurs la priorité de la priorité. Je reviens maintenant à la question que vous venez de me poser. Vous disiez que la question? Oui, je disais que ne faudrait-il pas protéger je disais qu'avec le dispositif judiciaire de la justice actuelle, est-ce qu'on peut craindre encore qu'un président de la République puisse, on va dire, s'il est étranger, qu'il puisse, on va dire, par exemple, prendre des sources, piller les minéraux congolais pour les emporter dans un autre pays, ou bien dans le cas, comme Félix Kaembe l'a dit, de pouvoir prendre le parti d'un autre pays dont il serait aussi originaire, je ne sais pas. Vous savez, c'est vrai que nous sommes dans un système semi-présidentiel, mais dans ce système semi-présidentiel, il y a une partie du pouvoir qui revient toujours au chef de l'État, n'est-ce pas? C'est le magistrat suprême. Même s'il est étranger, il sera toujours magistrat suprême. Le garant, n'est-ce pas? Il le sera toujours. Ça veut dire qu'il a la signature
Vous comprenez? Par rapport à cette signature, et connaissant comment est-ce que les Congolais réagissent, si ce dispositif, n'est-ce pas, judiciaire, n'est pas à mesure de les contraindre, il va le faire. Mais c'est pourquoi nous disons, c'est plus simple. Cet amour, moi je ne sais pas qu'est-ce qu'on comprend par le patriotisme et que l'amour qu'on porte à son pays. Moi, je me pose des questions, on tombe dans une confusion. Si vous avez un Congolais qui n'a pas une loyauté partagée, qui n'a pas ce devoir de rédévabilité patriotique vis-à-vis soit de son père, de ses frères, de ses cousins, de ses cousines, n'est-ce pas? Il a que la RDC comme nation, voyez-vous, même si nous restons dans un système semi-présidentiel, voire même présidentiel, par rapport à cet amour, il n'acceptera pas que les richesses du pays, n'est-ce pas, partent comme ça. Je me rappelle à mon ami avant que vous me retirez la parole. Oui. J'ai entendu mon aîné ici dire que c'est Mobutu par rapport à l'hospitalité des Congolais. C'est dans notre ADN, hein? C'est africain, c'est pas Mobutu qui a imposé. Ça, c'est notre ADN. Je me rappelle à mon ami que cette loi, même Mobutu qui était dictateur, cette loi existe avec Mobutu. Mais ce sont très souvent, c'est cette même loi qui a empêché Kengo de ne pas devenir président dans ce pays. Parce que Mobutu pouvait imposer Kengo, mais par quel mécanisme? Après le départ de Mobutu, la constitution même ancienne là, d'un dictateur là, a été torpillée avec les Kengo. Voilà pourquoi Kengo n'est pas devenu président. Cette loi a été justement enlevée pour protéger les étrangers qui avaient totalement infiltré le pays. Je ne vois pas quel serait le mal aujourd'hui que cette loi. D'ailleurs, moi, je souhaite que ça passe plus vite pour protéger la RDC. Faut-il dire alors, M. Adrien, faut-il dire alors qu'en ce moment, la question du recensement est cruciale pour savoir qui est Congolais de père et de mère? Parce que là, on est en train de parler de père et de mère, mais qu'est-ce qui nous dit que même moi qui vous parle ici, je suis congolaise de père et de mère? Très bien. Je crois que dans une émission passée, quand vous m'aviez invité pour parler des Minembwe, parmi les pistes de solutions, parce que c'est très bien de débattre comme nous le faisons là, mais je crois que c'est encore mieux que les gens apprennent à donner des orientations. Quand moi j'entends Monsieur Congo Profond... Congo positif. Médard Chipadi. Il est Congo positif. Congo positif. Ah ok, c'est bon. Je crois dans ma tête il y avait Profond. Donc Congo positif, je comprends déjà l'orientation. Ça veut dire quand il faut regarder dans l'optimisme. Voilà. Hein, donc il est là-dedans. C'est très bien. Alors, moi je me dis, j'avais donné parmi les éléments qui pouvaient essayer de résoudre le problème, cette histoire des recensements. Ça, c'est très important. Vous voyez? Important pourquoi? Parce que nous sommes restés depuis 2006, je crois, hein, sur la carte de l'éther. Oui. Ce n'est pas sérieux pour une nation. Comment notre carte d'identité, nous, c'est la carte pour aller voter. Et on a essayé d'imposer ça comme ça partout. Moi, j'étais en Chine en 2012. Oui. On m'a demandé la carte d'électeur à l'aéroport, en Chine. Parce que mon passeport, on a regardé, on dit, ah non, il y a un problème ici, on ne sait pas. Là, c'était les cellules biométriques. Oui. Non, donne-nous... Ils n'ont pas demandé carte d'identité. Ils ont eux-mêmes, ils ont dit carte d'électeur. Donc, les réseaux sont tissés à travers le monde d'une manière vraiment complexe. Alors, c'est pourquoi moi je disais ici, quand on doit penser une stratégie politique, nous devons nous rassurer que les dessous de ça, c'est des avancées économiques. C'est très important. On ne doit pas penser autre chose que ça. On est en train de faire du populisme. C'est pourquoi moi j'ai soutenu l'idée qu'il lui a donnée. C'est-à-dire qu'il faut toujours se poser cette question-là. Quand moi j'avance cette idée, lui, Noël Tchani, quand il a pensé ça, est-ce qu'il a tourné autour de ça pour comprendre quelles seront les retombées par rapport à cette loi-là? C'est là que nous sommes. Maintenant... Oui, par exemple, si on va dire tous ceux qui investissent en RDC, il faut le dire clairement, ce ne sont pas les Congolais, parce que les Congolais n'ont pas le cash. Rares sont ceux qui ont le cash pour investir dans ce propre pays. Mais les étrangers qui investissent aussi quelque part, ceux qui ont on va dire, qui ont du sang mélangé, quelque part, ils peuvent aussi retirer leurs affaires et ça sera aussi la débat économique. Non, c'est-à-dire que c'est un imbroglio. C'est pourquoi quand Congo Positif a parlé de comment il dit, le contexte, hein, oui. Il dit
C'est quoi le contexte qu'on cherche encore? Oui. Justement, Quoi? Voilà, le contexte, c'est celui-là. C'est rassurer qu'on a assaini l'environnement socio-politique, socio-économique et attaquer avec les choses qui sont importantes. Ça, c'est très important. Alors, qu'est-ce que les gens n'arrivent pas à apprendre dans la manière que nous sommes en train de vivre aujourd'hui dans notre pays? Tous les chercheurs ont démontré ça. Moi, de mon cours de management, j'avais vu ça que il y a toujours un attachement indéfectible qu'il y a par rapport à l'individu et à son milieu d'origine. Ça, c'est... Les recherches ont déjà prouvé ça. Okay. Ça veut dire que quand toi, tu quittes ici, tu vas même aux États-Unis, tu es américain là-bas, mais tu as toujours quelque chose qui te lie à ton milieu d'origine. C'est ça qui donne même l'importance de cette réflexion. Ça veut dire quand on dit que, bon, on aimerait quand même que les grands postes soient réservés aux Congolais des pères et des mères. Ça, c'est un point positif. Mais est-ce que nous sommes dans un contexte pour l'appliquer actuellement? Lorsque nous savons que notre pays, la souffrance du Congo, aujourd'hui, c'est le poids géostratégique. Donc, ce n'est pas des histoires où on va discuter comme ça. Même les Rwandais, là, qui viennent faire des troubles ici, ce n'est pas les Rwandais qui veulent faire ce trouble-là parce qu'ils veulent déranger leurs voisins. Non! Pour preuve, aujourd'hui, Kagame, il vient quand même parler à Goma là-bas et tout et tout. Ils ont fait ce qu'ils ont fait. Encore une fois, on a critiqué ça. Ça veut dire que, au temps actuel, on ne peut pas s'ouvrir de cette manière-là que nous sommes en train de faire. Quand bien même, vous pouvez voir là-dedans de viser, c'est pas moi, financière ou tout. Non. Pourquoi? Si nous prenons les autres modèles. Parce que le Congo, son problème, c'est quoi? Le Congo n'a pas de modèle économique. Ça, c'est déjà un grand problème. Nous devons avoir un modèle économique. Qu'est-ce que nous voulons et qu'est-ce que nous sommes en train de compléter par rapport à cette stratégie? Par contre, le président de la République dit que la RDC deviendra l'Allemagne de l'Afrique. C'est quelque part, c'est un modèle, non? C'est une vision. Oui. Ça, c'est une vision. J'ai expliqué ici comment on matérialise une vision. Ça veut dire qu'un leader, c'est quelqu'un qui rêve quelque chose. Alors, il dit. Mais autour de lui, quand j'ai insisté sur le fait des gens qui doivent être forts, oui, c'est en fait pour maintenant canaliser. Okay? Maintenant, quand nous avons un pays comme RDC, Rwanda, où nous avons vraiment des sérieux problèmes, ça, on ne doit pas se voiler les yeux. Ouais? C'est comme aujourd'hui, France et Allemagne. Est-ce qu'il y a des problèmes entre les deux? Il n'y en a pas. Mais comment ils sont parvenus à harmoniser? C'est parce qu'il y a eu la justice. C'est que vous avez invoqué. Le tribunal pénal de Nuremberg a fait son travail. Et jusqu'à aujourd'hui, on continue même à traquer les nazis. Alors, qu'est-ce que la RDC doit faire? La RDC doit faire un effort. Il n'y a pas longtemps ici, Kagame me disait que non, Mukwege qui demandait le tribunal pénal là, il est manipulé par l'Occident. Alors que c'est lui le plus grand manipulateur ici. Donc, on doit punir les Rwandais qui ont été dans le complot là qui a tué beaucoup de Congolais. On doit punir les Congolais qui ont été dans cette campagne-là et maintenant harmoniser pour faire ce qu'on dit, c'est quoi, commission, si c'est justice et paix ou bien réconciliation. Vous voyez? Alors, pour revenir sur et chuter, la question que... Oui, que je vous ai causé, le recensement que vous avez posé pour le moment, vraiment. Voilà. Moi, je trouve que c'est important de faire le recensement, mais il faut le faire d'une manière sectorielle, selon les problèmes qui se posent. Par exemple, quand on a dit que la société Sakima, hein, parce que moi j'ai suivi le ministre des Finances, Nicolas Kazadi, j'ai suivi Mboussa, ministre de Commerce extérieur, et j'ai suivi le DG de Sakima. Apparemment, ils ont signé des choses là-bas. C'est déjà une tollée. Les gens ont dit, mais c'est pas possible. Et le Rwanda qui a déjà une main basse sur les minéraux du Nord Kivu et du Sud Kivu, allonge son bras pour aller prendre maintenant le Maniema. Parce que Sakima, c'est société orifère du Kivu, Maniema. Tu vois? Et il y a des audios que nous avons reçus dans les réseaux sociaux où les gens disent que là, c'est la totale parce que Banro, qui lui exploitait déjà une partie de Maniema, a dû plier bagage. Pourquoi? Parce qu'on a créé un Maïmaï Malaïka là-bas qui a fait des sabotages sur toute la ligne. Et on a été incapable de démanteler ce réseau-là. Et les gens ont dit cette fois-ci, nous avec les Rwandais, ça ne va pas marcher. Nous allons rentrer encore. On avait la bonne volonté de laisser,
Mais maintenant, là, on nous a provoqué. Parce que nous connaissons les méthodes des Rwandais. Quand on vous dit qu'il y a un ingénieur qui vient pour faire la prospection, c'est un militaire. Quand on vous dit qu'il y a un expert de ceci, c'est un militaire. Donc, ça sera pour venir encore une fois torpiller notre stratégie et connaître davantage notre carré minier. Tu vois? Alors, moi, j'aimerais que ce recensement-là, si on prend des décisions pareilles, que ça s'adresse déjà à cette couche-là. Nous avons toujours un problème ici. Massissi, et je ne sais pas moi quoi. Tout ça. Oui, qu'on arrive d'abord à résoudre ça, et puis on pourra l'étaler sur... Monsieur Salva Mbele, bon, c'est vrai qu'on parle de la révision du fichier électoral, parce que justement, ça aidera aussi à ce recensement-là. Mais vous pensez que, bon, je ne sais pas, déjà cette question, moi je me dis qu'aujourd'hui, savoir qui est réellement congolais, pour pouvoir peut-être, c'est pas tout le monde qui a des visées de diriger la RDC un jour, mais dites-moi, pardon, la question me vient, la question simple, c'était, pour vous, quels sont les postes que l'on doit verrouiller déjà, vous dites que cette loi n'a pas... Vous avez dit que c'était une bonne loi, mais qu'elle n'a pas sa faisabilité maintenant. Oui, elle n'a pas sa raison d'être maintenant. Bon, pour vous, à part la présidence de la République, quels sont les postes qu'on devrait verrouiller? Bon, moi, je ne suis pas... En fait, moi, je ne vois pas les choses de la même manière que l'auteur de cette proposition de loi ou les gens qui le défendent ici. Moi, je vois les choses autrement. Oui, parce que moi, je pense que ce n'est pas seulement le fait d'être congolais de père et de mère, qu'on est directement patriote, qu'on peut directement bien gérer le pays, qu'on peut aimer le pays. Non. Il faut que nous puissions d'abord favoriser les côtés patriotisme. Vous voyez, les côtés patriotiques. Le patriotisme, c'est ce qui prime. Celui qui est patriote, celui qui est un homme d'État, il ne trahit pas sa nation, ne trahit pas son pays. Parce que je suis en train d'imaginer un Congolais né d'un père congolais, d'une mère étrangère, mais il est né au Congo, il ne connaît que la RDC, jusqu'à ce qu'il atteigne un âge pour avoir les ambitions. Et même que sa maman s'est naturalisée aussi congolaise. Exactement. Et après, celui-là, il n'a pas le droit de devenir président de la République parce que la loi la pêche. Non, ce n'est pas... Moi, je pense que ce n'est pas normal. Mais ça va quand même... Dans certains pays, même le petit commerce, là, il est réservé aux fils d'origine du pays. Vous voyez pas que quelque part, partout, il y a toujours on protège toujours. Mais ici, en RDC, comme l'on dit au co-débatteur, on avait tendance à du laisser aller. Parce qu'on voit même ici qu'il y a même un Chinois qui vous vend des tapis qui frappent à la maison chez vous, vous le faites entrer, vous vendez des tapis, tout ça. C'est interdit par la loi. Ce sont les gens qui sont là qui alors cette fois-ci on renforce. Le problème ici, ce n'est pas qu'un Belge naturalisé congolais peut devenir président de la République. Non, c'est déjà interdit par la loi. Ce n'est pas un Allemand naturalisé congolais qui peut devenir président ou Premier ministre. Non, pas du tout. On parle des Congolais d'origine. C'est-à-dire, la Constitution dit on est Congolais d'origine. Mais l'exemple Paloukoula ne vous dit rien. On est Congolais d'origine. Lorsqu'on est né... Oui, le monsieur, il est déjà mort. Le président, aujourd'hui, que Epenga a remplacé au parti, c'était... Chaloupa. Chaloupa. Il est devenu député à un moment, mais est-ce que c'était un Congolais d'origine? Donc il y a des choses qu'on doit verrouiller quand même dans ce pays. Oui, exactement. Il y a des choses qu'on doit verrouiller. Oui. Mais le problème, c'est qu'il faut d'abord assainir les milieux tels que le monsieur avait dit. Il faut que notre système électoral soit vraiment transparent. Il faut qu'on puisse donner la possibilité aux Congolais. Parce que les Congolais lui-même, d'abord, c'est un conservateur. Un Congolais, dès qu'il connaît que toi, là, tu as des origines doutées, c'est difficile pour qu'il te vote. Alors que si nous avons un système qui favorise vraiment la volonté populaire, parce qu'on dit que le peuple est souverain. La souveraineté veut dire que le peuple peut accorder sa voix à qui il veut. Vous voyez? Bien évidemment, dans le respect des normes. Alors, s'il faut que nous puissions maintenant là continuer à perdre l'État avec cette proposition de loi qui du reste n'a pas d'abord sa raison d'être pour le moment, parce qu'il y a certaines personnes, dont moi aussi, qui pensent que on est en train de viser Katumbi, parce que c'est lui. Carrément, vous le dites aussi. Oui, mais je l'ai dit. Mais vous n'en apportez pas les preuves. C'est ça le problème. Oui. Quand vous le dites, il faut assumer. Parce que jusque-là, les présidentiables que moi je connais, c'est seulement Katumbi qui n'est pas né d'un père congolais. D'une maman congolaise, et puis il est né au Congo. Vous voyez? Pour moi, il est présidentiable et il a toujours été. Et cette loi va l'exclure.
Alors vous les voyez. Et pourquoi dans son propre parti, ensemble, il y a des députés qui votent pour l'adoption de cette proposition? Non, je l'avais dit tantôt. C'est un stratagème bien préparé. Vous voyez, nous connaissons nos parlementaires. Nous connaissons notre pays. Oui. Non, ce sont des gens... les parlementaires congolais peuvent être achetés à tout moment. Donc, cela n'est même pas une question. Les gens ont suivi Katumba par ses beaux yeux ou par quoi que ce soit. Ils l'ont suivi pour les intérêts. Alors, s'ils pensent que leurs intérêts penchent de l'autre côté, ils vont partir. Ce n'est même pas question de... politique, c'est pas une cour d'enfant de cœur. Hein. Non, mais quand même, il faut avoir le sens de l'idéologie. On n'est pas politique juste pour poursuivre l'argent. Mais on est convaincu qu'on est en train de défendre un idéal. Un socialiste en France ne deviendra jamais un démocrate, un républicain. Ici, ça n'existe pas, M. Salva. Vous avez aujourd'hui FCC, demain vous avez Union Sacrée. C'est ça, surtout l'Union Sacrée. Vraiment un imbroglio que nous ne comprenons même pas. Félix il me regarde avec des yeux de chien enragé. Voilà, monsieur Félix Ayembe, on va... Non, ce qui me fait mal, madame, c'est quand on traite de nos parlementaires, les gens qu'on peut acheter à tout bout des champs. Ça, ce n'est pas du respect envers ces gens-là. Je pense que le président de la République a dit quelque chose dans ce sens-là. Moi, je pense que nous devons du respect d'abord à nos parlementaires parce que ce sont les gens qui travaillent pour la République. Mais quand on nous les présente ici comme si ce sont des gens achetables, en tout cas, je ne vois pas quelqu'un qui peut être acheté et puis on ne peut pas acheter une personne. Ça demande à ce que nous puissions revoir notre façon de communiquer. Ce n'est pas élégant envers ces gens qui sont au service de la nation. En tout cas, ça, il faut bannir cette histoire. Alors, Félix, on va commencer avec vous le deuxième sujet, celui de, je crois que c'est le dernier même, celui du tribalisme. Voilà, parce que depuis un certain temps, surtout avec la nomination des nouveaux mandataires, il y a eu... un tollé sur la toile, disant que voilà, Félix Tshisekedi ne nomme que ses frères du Kasaï. On voit la nouvelle gestionnaire de la Banque centrale, la RVA, on a parlé et puis il y a des messages maintenant comme ça, et ce que je crains, c'est que ce tribalisme qui avait tendance à dormir un peu se réveille, parce qu'aujourd'hui on voit sur des plateaux de télévision des communicateurs des partis politiques qui font même, on va dire, cette comparaison entre l'ancien UDPS d'Etienne Tshisekedi, où il y avait Mbwakem, il y avait Liaou, il y avait tout autre. Mais aujourd'hui, on dit, voilà, la tête, il y a un Louba, il y a ça. Que dites-vous de cette montée de tribalisme dans ce pays? Je dénonce d'abord cela, parce que nous sommes un pays qui est fragile, ça, il faut le reconnaître. Nous ne sommes pas là pour encourager les tribalismes, mais dès lors qu'il n'y a pas même de tribalisme au niveau de la présidence de la République, ou soit, je ne sais pas, à l'IDPS. Ce sont des allégations fausses qu'on est en train d'avancer. Je pense que c'est juste une question de désorienter l'opinion nationale, désorienter les publics. Je connais qu'il y a des laboratoires comme ça, où les gens se sont organisés pour commencer à vendre très mal l'image du chef de l'État et l'image du parti, ce qui n'est pas une bonne chose. Je ne sais pas si le président du Sénat, c'est un Kassaïen. Ça, je ne sais pas. Je ne sais pas si les directeurs des cabinets du président de la République, c'est un Kassaïen. Je ne sais pas si le président de l'Assemblée nationale, c'est un Kassaïen. Je ne sais pas si le premier ministre, c'est un Kassaïen. Et donc, vous voyez qu'il y a des gens qui viennent tromper l'opinion juste pour mal vendre les Kassaïens. Écoutez, les Kassaïens, c'est un peuple comme tous les autres peuples. Ce peuple-là a droit aussi de vivre dans ce pays. Comment voulez-vous, madame, lorsqu'on nomme madame Kabedi Mbouyi à la Banque centrale, que les gens montent au créneau et directement c'est du tribalisme. Dès 1900, je crois, 65 ou 70, jusqu'à ce jour, personne comme Kassaïen n'est passé là-bas comme gouverneur de la Banque centrale. Et quand vous prenez même cette nomination au niveau de la Banque centrale, le gouverneur adjoint de la Banque centrale n'est pas un Kassaïen, c'est quelqu'un du Bas-Congo, je crois. Les gouverneurs, il y a 3 gouverneurs. Un autre gouverneur est du Moussoaïli. Pourquoi est-ce qu'on voit seulement Madame Kabedi? Moi, je me dis ici, nous devons revoir notre façon de communiquer et il faut assez que le service des renseignements puisse vraiment faire son travail. Parce que ce diviné qu'on est en train de lancer dans la population, et si on ne tient pas compte à ça,
en tout cas, ça risque de tourner très mal. Vous voyez les gens qui s'organisent pour dire, écoutez, tel est du Kasaï, comme si la personne qui a fait des bonnes études, la personne qui a les profils, bien qu'elle soit du Kasaï, en tout cas, cette personne-là ne peut pas gérer. Ça, c'est le raisonnement. Il faut faire aussi la comparaison, madame, parce que les gens veulent nous amener là-bas. Vous savez, sous Joseph Kabila, on avait un premier ministre Katangé, ou Swahilphone. On avait le gouverneur de la Banque centrale, Swahilphone. On avait l'inspecteur général de la police, Swahilphone. On avait le chef d'état-major général, Swahilphone. On avait le ministre des Finances, Swahilphone. Donc vous voyez comment est-ce que c'était géré. Mais je n'ai vu aucune personne monter au créneau pour dire voilà ce qui se passe dans notre pays. Voilà le tribalisme. Mais aujourd'hui, il suffit seulement que l'on puisse, surtout que tu t'appelles Las Chilombo, tu as les malheurs d'avoir ces noms-là. Si on te nommait, je ne sais pas, directeur général à la RTNC, on va dire voilà le tribalisme. Comme si tu n'as pas fait les fasciques, comme si tu n'es pas intelligente. Donc moi je me dis, à ce moment ici, il faut que nous puissions être traqués par les services de renseignement. J'en appelle aux services de renseignement. C'est vraiment une très mauvaise communication qu'on est en train de lancer dans la population. Et quand ça doit prendre de l'ampleur, on ne saura pas maîtriser ça. Et donc moi je dis, à ce moment, nous sommes un peu victimes quelque part hein, de la non-implication de nos services de renseignement parce qu'on laisse n'importe qui passer à la télévision parler, vous savez. Au Rwanda, on a parlé de... La démocratie, pareil. Oui, la démocratie, je veux bien, mais il ne faut pas que nous puissions en abuser. Il y a une radio 1000 collines qu'on a appelée au Rwanda. Ça a bouleversé beaucoup de choses. Mais les médias aussi, ici chez nous au Congo, nous en avons plus de 60. On laisse les gens passer en train de communiquer, suscitant les tribalismes là où il n'y en a pas, et donc ça pose problème. Allez même à la présidence de la République, madame. Vous allez vous rendre compte qu'il n'y a pas beaucoup de Kassaïens. Il y a d'autres tribus qui sont majoritaires par rapport aux Kassaïens. Mais et aussi, c'est la faute de l'IDPS, c'est la faute des communicateurs peut-être qui sont proches du président de la République, parce que c'est des gens qui ne parlent pas des réalités. Je voulais que l'on puisse amener des statistiques, même des personnels qui sont à la présidence de la République, vous allez vous rendre compte que ces gens-là ne sont pas Kassaïens. Donc moi je demande tout simplement à mes frères et sœurs, au moment où nous sommes arrivés, il y a des mensonges. Oui. Donc Batoba Kokosa, Makambo Batoba Kolobake, Bakassaïen, Baza tribaliste, Bazo nommé Bakassaïen, Eza Lukuta Mounene. Et Sengeli Batoba Talana no soki eza ya solo. Parce que dans beaucoup de monde qui peut bato mususu, basala kiango. Vous n'allez pas le faire dans toutes les 4 langues nationales. Bon, mina sema mina isha. Non, oui, tenez compte de vos autres. Mina sema, watu wote mina sema bakasaye bako batribaliste ikubongo. Akuna tribaliste tamo hapa. Batu bananome baza ba congolais. Comment ba congolais bato wote. Mais quand ba sema ezaka ka bakasaye ndebe ko na sa kazi ni bongo munenye bakasaye baza batribaliste te. Oui, faites l'entêter là pour voir. Voilà, merci. Monsieur Chipadi, dites-moi, non, pas dites-moi. Il y a Gary Sakata, ce Gary Sakata qui a été, on va dire, caillassé avec oui, sa réforme de loi avec Minaku. Voilà. Mais aujourd'hui, il se propose de faire une loi, justement, qui va combattre ce tribalisme-là. Qu'est-ce que vous en pensez? Au moins, ça, c'est dans le contexte aussi. Ce qui est vrai, c'est que je n'aime pas très souvent parler de tribalisme parce que ça frustre un peu les esprits. Très souvent. Mais je suis obligé. Oui. Parce que ça fait partie de la thématique. Mais je crois aujourd'hui, c'est plus irresponsable de tenir des langages qui soient plus souvent tribal, quoi. Ici, pour le tribalisme, il y a beaucoup de choses à dire. Je ne sais pas. Parce que nous risquerons de tomber dans un terrain où, ici, sur le plateau, tout le monde cherchera peut-être à défendre sa province ou sa tribu. Alors que le problème n'est pas celui-là. Si nous venons parlons d'une manière scientifique pour régler le problème. Parce que le tribalisme réellement, en soi, en RDC, est réel. Mais dans le cas d'espèce, vous savez, je vais essayer un peu aussi de parler des Kassaïens. C'est vrai que je suis Kassaïen. C'est pas moi qui l'ai voulu, c'est Dieu qui a voulu que je sois Kassaïen. Les Kassaïens, ce sont des gens qui ont un grand cœur. Vous allez vous rendre compte qu'ils ont été tués par les Katangais, chassés. Il y a des gens qui ont perdu des maisons, qui ont laissé des biens, qui sont partis.
vous vous rendez compte que lorsque Pichi Banda rencontre cette histoire, même en Belgique, il y a même des Blancs qui pleurent. Ça veut dire qu'il y a une sensibilité dans cette histoire-là, génocide. J'ai appris même qu'il y a un collectif des avocats qui ont quand même soulevé le problème pour que les auteurs de ces actes au moins soient punis. Mais j'ai dit ceci, après cet acte, est-ce que vous avez entendu les Kassaïens chasser les Katangais de chez eux? Est-ce que vous avez entendu les Kassaïens tuer les Katangais de chez eux? Avez-vous déjà entendu une fois les Kassaïens chasser des gens d'autres provinces de chez eux? Ça ne s'est jamais fait. Pour revenir par rapport à ce qui se passe, je peux même encore parler de beaucoup de choses. Vous allez comprendre que c'est juste la haine, peut-être, ce que nous ne voulons pas. Parce que dans ce pays, lorsqu'on a dit Boma, Moulouba Tika Nyoka, Félix n'était même pas au pouvoir. Vous comprenez? Vous comprenez déjà cette conception-là. Je ne suis pas Kinois, je suis arrivé à Kinshasa en 1994. J'ai trouvé ces concepts-là. Boma Moulouba Tika Nyoka. Ça veut dire qu'il y a des gens qui veulent mieux vivre avec les serpents qui sont semblables congolais. Je ne suis pas là-bas. Mais je réponds pour dire que, comme vient de le dire mon collègue KMB, depuis tous ces gouverneurs qui sont passés, n'est-ce pas? Il n'y a jamais eu un Kassaïen. Je n'ai pas entendu une simple voix dire, mais comment? Nous avons déjà 13 personnes. Et il n'y a jamais eu de Kassaïens. Pourquoi cette fois-ci mettez des Kassaïens? Mais c'est seulement lorsqu'un Kassaïen qui arrive, la haine est encore animée. Lorsque, je vais revenir même dans le gouvernement, vous avez la monture de 56 personnes. Ok, ou bien 52 personnes. Mais dans ce même gouvernement-là, vous trouvez peut-être 7 ou bien 8 Kassaïens, dont les 8 Kassaïens deviennent plus nombreux que le reste. Vous comprenez cela? Mais lorsque vous allez voir même les 8 Kassaïens là, il y a des ministères, n'est-ce pas, qui appartiennent directement. Voilà. Attendez, je vais expliquer. Des ministères qui appartiennent directement. Parce que là, on parle plus du Kassai, mais il faut dire que. Je vais parler parce que le problème. Non, s'il vous plaît. Ce qui montre beaucoup plus ici, même dans les réseaux sociaux, ok, c'est pour les Kassaïens. Je réponds à la question. Vous allez voir que les ministres, si vous prenez, ce ne sont pas les Kassaïens qui ont demandé au pouvoir passer diviser les Kassai, je crois, en 5 provinces. Alors chaque province devrait au moins avoir un seul représentant. Lorsque vous prenez ce que le chef de l'État pouvait avoir comme le ministère régalien, tout ça, et ce qu'il devait avoir chaque province, d'ailleurs ce qu'ils ont est peu. C'est plus peu que c'est par la bonne volonté. Je ne tombe pas dans cela. Mais je dégage au moins cette irresponsabilité, n'est-ce pas, par rapport, 1, aux médias, 2, par rapport aux politiciens. Le média, pourquoi? Mais je ne sais pas. Comment est-ce que avec les médias, il n'y a pas l'éthique, il n'y a pas la déontologie ou quoi? Vous laissez quelqu'un qui vient à la télé en train d'insulter une tribu, en train d'insulter une région, vous laissez aussi passer ce message-là. C'est vrai que nous avons les réseaux sociaux que nous ne pouvons pas à tout prix contrôler. Mais les leaders là qui lancent ces messages-là sont connus. Mais quel est le travail de la justice? Je crois qu'aujourd'hui, il faudra que l'on comprenne que ce problème n'est pas demain, un Congo viendra au pouvoir. Demain, quelqu'un de l'Équateur peut revenir, quelqu'un de Grand Bandundu peut revenir. Donc, il faudra aujourd'hui que les gens comprennent que lorsqu'il y a quelqu'un qui soit nommé, parler beaucoup plus de ses capacités, de son niveau, est-ce qu'il est compétent ou pas, et ça pourra résoudre le problème. Parler de tribalisme, de tout. C'est quelque chose que je n'aime pas très souvent parler. Monsieur Adrien Mwinga, moi je me demande, c'est pas une question, mais c'est un peu une réflexion. N'est-ce pas par rapport à la conception même que le Congolais a du pouvoir? On va dire, aujourd'hui le Congolais se dit émancipé, démocrate, on se dit c'est un pays, c'est une nation. Mais lorsque l'on voit un président de telle tribu accéder à un pouvoir, directement, c'est de manière automatique. Tous ses frères même qui parlent le même patois que lui, ils se disent dans la tête, nous sommes au pouvoir. Bien que même ce président dise, je ne suis pas le président de la tribu, je suis le président de la RDC. Quelque part, est-ce que ce n'est pas un problème de civisme? Parce qu'on peut dire aujourd'hui tribalisme, oui, mais n'est-ce pas un problème de civisme? Parce qu'on a vu avec l'accession de Laurent Désiré au pouvoir, finalement, même dans les taxis, tout le monde parlait swahili. On n'entendait plus l'Lingala comme langue nationale, c'était le swahili qui était parlé. Là, et puis après ça, et tout ça, moi, je me pose la question, n'est-ce pas un problème de civisme?
Ok. Déjà, d'entrée des jeux, je peux relever un point. C'est en fait la géopolitique du pays est très mal gérée. Nous avons été à l'université. Je peux vous parler de ce qu'on appelait la coalition Est et la coalition Ouest. Et quand je regarde tel que la politique est administrée, je comprends que ce n'est qu'une émanation de ce qui se faisait déjà au niveau de l'université. Qu'est-ce qui s'est passé là-bas? En fait, le Kasaï était toujours au milieu, comme on a toujours dit, le centre. Oui. Et les deux groupes dominants, qui étaient coalition Ouest et coalition Est, étaient dans le sens que si c'est l'Est qui doit prendre le pouvoir, vous devez vous rassurer que les Kasaï marchent avec vous. En fait, il se présentait comme un arbitre. Un médiateur. Oui. À chaque fois que les Kasaï prenaient position pour quelque chose, c'est ce groupe dominant-là qui prenait le pouvoir. Donc c'est comme pour dire que, en fait, cet espace-là se retrouve chaque fois là où il y a le pouvoir. Et vous pouvez me le constater. Le pouvoir de Joseph Kabila, il a été avec combien de Kasaï? Beaucoup. Vous voyez? Et le problème de tribalisme, quand on dit que non, les Baswahili, par rapport au pays, moi je ne vois pas, je ne comprends pas. Quelqu'un qui est au Katanga et quelqu'un qui est à Aru, dans la province orientale, ils sont de la même province en quoi? Voilà. Ils sont des mêmes tribus en quoi? C'est la langue en fait. Vous comprenez? Oui. Donc c'est l'expression en fait, c'est la langue. Peut-être on peut dire les groupes sociaux parlant la même langue ont tendance, et c'est normal. Quand il y a une barrière linguistique, chaque fois les gens ont un problème d'intégration. Voilà. Et ça c'est très important, il faut le relever et le comprendre tel quel. Maintenant, quand les gens parlent de tribalisme ici, comme M. Chipadi a dit, hein, parce qu'il a dit que c'est un problème réel, et c'est vrai. Moi je me rappelle à l'époque de Mobutu, pour essayer d'atténuer cela, on avait mis le système des quotas. Et c'était clair, celui qui est venu enlever ça, c'est Joseph Kabila. Il est venu enlever cette histoire. Donc il a dérangé la cohésion nationale. Il a dérangé la cohésion nationale, en fait. Parce que nous, quand on venait même pour nous inscrire à l'université, il y avait des quotas. On disait que non, on a déjà pris, par exemple, nous avons des places pour 50 personnes. Automatiquement, c'était comme ça. On dit non, les Kasaï, ici c'est oriental, occidental, A2, c'est pas moi, les Katanga, A3, et ainsi de suite. Selon la démographie. Et on ne pouvait pas aller au-delà de ça. C'était comme ça. Et on se rendait compte que, en fait, il y avait un équilibre qui se faisait. Alors, il y a eu l'histoire qui a fait qu'il y ait certains groupes sociaux qui se sont retrouvés dans les territoires des autres. Là, ça c'est pour revenir sur notre histoire même sociologique. Ça veut dire que les chefs, comme nous sommes ici, ont toujours tendance à garder leur pouvoir sur leur communauté. Maintenant, c'est ce que j'ai soulevé ici au début, les différentes communautés n'ont pas été préparées pour l'intégration des autres. N'est-ce pas aussi le devoir des partis politiques? Ça veut dire que jusque-là, oui, nous avons des partis politiques qui n'ont pas encore posé le problème réel de la société congolaise. Tu vas remarquer qu'à l'UDPS, par exemple, qu'est-ce qu'on dit comme vision des chefs de l'État? On dit le peuple d'abord. Oui. C'est ça la vision. Ok, le peuple d'abord. Ce peuple-là, il est peuple seulement qui adhère à l'UDPS ou il est peuple pour toute la République? Déjà, une première confusion est déjà là. Et tu verras qu'au jour d'aujourd'hui, les gens se posent la question. L'UDPS, c'est un parti qui se comporte comme parti qui est au pouvoir ou c'est un parti qui se comporte comme parti qui est dans l'opposition toujours, comme d'habitude? Tu verras qu'il y a une amalgame là-bas. Pourquoi? Parce que le souverain primaire, en fait, nous on a toujours dit que le politique, trompez comme vous voulez, le monitoring de vos actes sont là-bas au niveau de la population. Quelque chose, trompez la population comme vous voulez. L'autre, il avait dit, le président américain Kennedy, il avait dit ça. Tu peux tromper un peuple une fois, deux fois, mais pas toujours. Tu vois? Ça veut dire que déjà au niveau même du parti UDPS, il y a des gens qui sont au pouvoir, mais qui ne sont pas soutenus par cette base de l'UDPS, qui aimerait que ça soit une politique basée sur la vision du peuple d'abord. Tu vois? Alors, quand on dit que telle position, on a mis un Kassaïen, telle autre position, on a mis un Kassaïen, ça, ce n'est qu'un reflet
hein, du fait que les différents groupes dominants sont en train de rechercher cet équilibre-là du quota qu'il faut à tout prix remettre en place. Parce que c'est très important pour essayer de calmer tous ces trucs. Maintenant, quand j'entre dans l'option, j'ai vu mon co-débatteur quand même qui dit que non, il en appelle à nos services de renseignement. Oui. Ça sera compliqué. Pourquoi? Parce que nous allons vers la démocratie où la libre expression est autorisée. Vous voyez? Alors, quand les services de renseignement se mêlent de cette histoire, ils vont venir faire un peu. Mais les messages du genre tribalisme, c'est interdit par la Constitution. Non, ça c'est autre chose. Oui. Non, c'est par rapport à ce message qu'il y a. C'est pour cela que je dis, lorsqu'on laisser aller, laisser faire, on risque de vivre les pires. Et avant que les ça, c'est la justice. Ça veut dire qu'il faudra qualifier. C'est ce que j'ai dit. C'est tribal. Voilà. Mais ce n'est pas une affaire de services de renseignement. Parce que les services de renseignement, partout au monde, ils n'ont jamais fait du bon boulot hein, par rapport à la population. Merci. Mais je pense que par rapport à cette question, nous tous nous devons condamner cela. Oui, monsieur, nous devons condamner cela. S'il vous plaît, oui, monsieur Salvambele, vous clôturez cette émission. Quels sont, d'après vous, ceux que l'on devrait faire pour que ce fléau s'arrête? Qu'est-ce que le législateur devrait faire? Bon, moi, je l'avais dit tantôt, moi je vois les choses dans une autre direction. C'est-à-dire, on est tribal lorsqu'on n'a pas les sentiments nationalistes. Lorsqu'on n'a pas cette conscience-là que nous sommes une nation. Et c'est par là qu'on tombe dans les velléités tribales. Vous voyez? Et le tribalisme, pour moi, c'est une distraction. Parce que jusque-là, je cherche vraiment à définir ça, je ne comprends pas. On nous dit non, c'est les la gens... haine de celui qui n'est pas de son On nous dit non, c'est les gens, peut-être nous qui sommes, en fait, ceux qui sont du Kassai, ils sont entrés et tout. Si vous allez là-bas au Kassai, vous allez voir, c'est une question de province maintenant. Si vous allez là-bas au Kassai, c'est devenu une question de province. Non, nous sommes orientaux. Si vous allez dans la province, c'est une question des ethnies. Donc, en fait, c'est quelque chose que moi je ne comprends pas. Vous allez au Congo central, non, je suis né Congo. Allez seulement au Congo central, on commence à te demander, tu es d'où? Tu es des cataractes, tu es des baflés, vous voyez? Alors, jusque-là, moi je me demande, c'est quoi maintenant le tribalisme? Parce que moi je comprends la province comme un espace culturel. Je comprends par exemple quand le Grand Kassai, c'est un espace culturel, les gens qui partagent la même culture. Mais parler de tribalisme, pourquoi on doit parler de tribalisme là où comment dire, les gens sont appelés de vivre comme une nation? Parce que la nation, c'est au-delà du tribalisme. On peut avoir les sentiments d'appartenir à une tribu, là c'est normal. Être fier de ses origines. Mais en soi, s'il faut définir c'est quoi le tribalisme, jusque-là, il faut qu'il y ait d'abord une loi qui va nous éclairer par rapport à ça. Et je vois quand monsieur Médard parle, en fait, je vois c'est comme s'il se victimise. Donc lui, il joue à la défensive. Alors que, bon, moi je pense que... Vous savez, moi je connais des bailleurs, des propriétaires de maisons qui, lorsque vous venez, si tu n'es pas kassaïen, ils vous posent la question, vous êtes de quelle tribu? Je vous dis. Non, s'il vous plaît, on va conclure l'émission. Moi j'ai compris, parce que moi je me suis posé des questions, parce que moi quand j'ai grandissé, moi j'ai grandi dans ma famille maternelle qui est kassaïenne, vous voyez, j'avais les sentiments kassaïens. En fait, je me disais, je suis kassaïen et tout à la maison. En tout cas, on était là, on soutenait beaucoup plus que Kassai. Tout. Mais après, je suis allé au Congo central dans ma famille paternelle. Là aussi, j'ai trouvé encore d'autres réalités. Donc c'est un demi-Dakar aussi. C'est aussi un demi-Dakar qui ne peut pas tuer un Kassai, qui ne peut pas tuer un Congo. Moi, je suis... Oui, demi-Dakar congolais. Non, en fait, je suis congolais de père et de mère, de provinces différentes. Donc je suis Congo central. Parce que je crains aussi qu'un jour on arrive à ça. Hein. Non, on n'arrivera jamais à ça. Parce qu'on n'est pas plus congolais qu'un Kassaïen ou un Éco. Vous voyez? Donc, nous, on être le gouverneur au Kassai. Non, je peux arriver à ce stade. Je peux le devenir parce que déjà, moi, j'ai une situation un peu compliquée au Kassai. C'est le patriarcat. Au Congo central, c'est le matriarcat. Alors moi, je ne suis pas. Alors, je pense que je suis parmi les défenseurs du nationalisme. Je suis parmi les gens qui sont contre le tribalisme. Exactement, il faudrait une loi. Cette histoire des quotas, moi je ne suis pas d'accord avec ça, parce qu'il y a toujours un groupe de gens plus consciencieux que les autres. Un groupe de gens qui vont aller plus étudier. Alors, ce que nous voulons, c'est que les gens soient congolais. Parce qu'aujourd'hui, on peut tout dire, mais si nous voyons, les juristes, la majorité sont de Luba.
c'est tout à fait normal qu'on trouve beaucoup de louba dans l'appareil judiciaire. C'est tout à fait normal. Vous voyez? Alors, il ne faut pas, moi, je ne suis pas d'accord avec cette histoire des quotas. Non, moi, je pense qu'il faut laisser le champ. Non, sociologiquement, ça n'a pas de sens. La seule chose qui fait de nous une nation, c'est la volonté de vivre ensemble. Voilà, on va finir, on va clôturer l'émission. On a dépassé de quelques minutes. Merci, messieurs. Le débat était très intéressant. C'est vrai qu'on n'a pas parlé du Covid-19 avec la France qui nous a mis en zone rouge. On allait savoir quelles sont les incidences sur notre pays. Et la question même qui revenait, c'est une recommandation de ma part. Le ministère du Tourisme doit vraiment travailler. On ne le sent pas, ce ministère-là. Il doit vraiment travailler parce que dans le temps, les gens venaient visiter notre pays, mais aujourd'hui, il y a des fuites de capitaux vers l'extérieur, et ça, c'est une mauvaise chose. Que le ministère du Tourisme travaille et que la RDC devienne... Madame, là, c'est juste une minute. Je voulais répondre à M. Andrien. Quand il a parlé de l'IDPS, je dis, l'IDPS, c'est un parti de gauche, et nous prenons la social-démocratie au sein de l'IDPS et nous défendons tous les Congolais. Quand nous parlons du peuple d'abord, on ne parle pas du peuple de l'IDPS, nous parlons du peuple de la République démocratique du Congo. Merci. Merci. Vous avez suivi cette émission en rediffusion à 21h30 et pendant tous les week-ends, je vous retrouve le lundi. Au revoir. Merci, équipe technique.